Accident vasculaire ischémique. Introduction. L'accident vasculaire cérébral, AVC, est une affection grave qui représente la deuxième cause de décès mondial et la principale cause d'invalidité. Avec le vieillissement de la population mondiale, le nombre d'AVC augmente. Touchant désormais des groupes d'âge plus jeunes, en particulier dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. L'AVC peut être soit causé par un blocage soudain d'une artère, AVC ischémique, soit par une hémorragie résultant de la rupture d'un vaisseau sanguin dans les tissus cérébraux, AVC hémorragique. Bien que des avancées significatives aient été réalisées dans le traitement de l'AVC ischémique, notamment grâce à la thrombolyse pharmacologique et mécanique, il est essentiel de développer de nouveaux agents thérapeutiques pour la neuroprotection et d'améliorer les résultats fonctionnels. Les progrès dans l'imagerie cérébrale ont permis une classification plus précise de l'AVC ischémique basée sur les tissus plutôt que sur des critères cliniques. Les traitements privilégiés pour l'AVC ischémique sont la thrombolyse intraveineuse et la thrombectomie endovasculaire, qui doivent être administrées dans des délais appropriés. La prévention secondaire de l'AVC ischémique implique le contrôle de la pression artérielle, la gestion du cholestérol, la prise de médicaments antithrombotiques et des interventions spécifiques en fonction de la cause sous-jacente de l'AVC. Des caractéristiques spécifiques de l'AVC ischémique liées à la Covid-19 ont été identifiées, nécessitant une compréhension approfondie pour un traitement clinique efficace. Les AVC ischémiques chez les jeunes adultes présentent des aspects complexes, notamment en ce qui concerne les états thrombophiliques génétiques et les traitements optimaux, pour réduire les conséquences négatives de l'AVC ischémique. Il est essentiel de privilégier la revascularisation précoce et une prise en charge multidisciplinaire. Après une lésion cérébrale ischémique, une neuroinflammation consécutive se produit, jouant à la fois un rôle bénéfique et néfaste dans le processus de réparation tissulaire. Ainsi, une compréhension approfondie des mécanismes inflammatoires dans l'AVC cardio-embolique est cruciale pour le développement de stratégies thérapeutiques efficaces. Physiopathologie. L'accident vasculaire cérébral ischémique, AVCI, se produit lorsque le flux sanguin vers le cerveau est bloqué, entraînant une diminution de l'apport sanguin. Les principaux mécanismes sous-jacents à l'AVCI sont l'athérosclérose, l'embolie cardiaque et l'hypertension. La progression des lésions commence par la formation d'une zone centrale nécrotique entourée d'une zone périphérique potentiellement récupérable. La physiopathologie de l'AVCI est caractérisée par une cascade de réactions délétères, notamment la libération excessive de glutamate, des dommages excitotoxiques et oxydatifs, ainsi qu'une réponse inflammatoire. Le flux sanguin collatéral et les lésions de reperfusion jouent un rôle crucial dans la progression de l'AVCI. L'efficacité des voies de circulation sanguine collatérale détermine la rapidité de l'infarctus et la réponse aux thérapies de reperfusion. L'ischémie perturbe le métabolisme énergétique des cellules neuronales et gliales, ce qui entraîne une dysrégulation des neurotransmetteurs, une surexcitation des récepteurs NMDA, un stress oxydatif et une dégénérescence axonale. L'AVCI déclenche également une réaction inflammatoire appelée neuroinflammation, qui se caractérise par la libération de radicaux libres, de chimiokines et de cytokines à la fois pro-inflammatoires et anti-inflammatoires. Cette inflammation implique l'activation des cellules immunitaires innées et adaptatives, la propagation de l'inflammation dans le cerveau et la circulation sanguine, ainsi que des interactions complexes entre les cytokines pro- et anti-inflammatoires. La neuroinflammation est étroitement liée à la gravité des lésions cérébrales. Les lésions neuronales dans l'AVCI résultent du stress oxydatif, des réponses immunitaires et de la perte de neurones. La protection et la régénération neuronale jouent un rôle essentiel dans la promotion de la récupération, notamment par l'implication des astrocytes, des cellules souches neurales et de la modulation des récepteurs NMDA. Les thrombus formés lors de l'AVCI sont composés de fibrines, de plaquettes, de globules rouges, de globules blancs, de facteurs Willebrand et d'ADN. Étiologie. Étiologie de l'accident vasculaire cérébral ischémique. Étiologies artérielles de l'AVCI. L'athérosclérose des grosses artères peut provoquer des embolies. La maladie des petits vaisseaux est due à l'hypertension artérielle et au diabète sucré. La dissection artérielle, en particulier des artères carotides et vertébrales, peut être une cause. La vasculite cérébrale, qui peut être primaire ou secondaire, est également une étiologie. Le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible peut entraîner un vasospasme. Étiologie cardiaque de l'AVCI. La fibrillation auriculaire augmente le risque d'embolie. Le foramen ovale perméable favorise l'embolie paradoxale. L'endocardite infectieuse peut provoquer la formation de caillots infectieux.
L'hypokinésie segmentaire avec thrombus mural après un infarctus du myocarde est une autre étiologie. Certains troubles hématologiques, tels que la thrombocytose essentielle, la polyglobulie de Vaquez et le syndrome des antiphospholipides, peuvent contribuer à l'AVCI. Étiologie spécifique chez les jeunes. Chez les jeunes, la thrombose veineuse cérébrale est souvent associée à un état d'hypercoagulabilité. La dissection des artères cervicales peut être liée à un traumatisme ou à une anomalie du collagène. Le syndrome des antiphospholipides est associé à des événements thrombotiques. Un foramen ovale perméable, en particulier avec un gros shunt ou un anévrisme septal, est une étiologie chez les jeunes. La Covid-19 peut provoquer des AVC atypiques chez les jeunes. Le rôle de la thrombophilie héréditaire dans les AV chez les jeunes fait encore l'objet de débats. Diagnostic et dépistage de l'AVCI. Le diagnostic de l'AVCI repose sur plusieurs éléments. Symptômes neurologiques focaux soudains, l'apparition soudaine de symptômes tels que l'hémiparésie, l'hémianesthésie, l'aphasie, l'hémianopsie ou la négligence hémispatiale est caractéristique de l'AVCI. Imagerie cérébrale pour confirmer et caractériser l'AVCI. La tomodensitométrie, TDM, cérébrale sans contraste est généralement effectuée en urgence pour exclure une hémorragie et identifier les premiers signes d'ischémie. La TDM avec angiographie, CTA, et perfusion, CTP, permet de visualiser l'occlusion vasculaire et d'évaluer l'étendue des lésions. L'IRM, en particulier la séquence en diffusion, est plus sensible pour un diagnostic précoce, mais sa disponibilité peut être limitée. L'angiographie par résonance magnétique, ARM, ou l'angiographie numérique soustraite, DSA, permettent de visualiser les vaisseaux cérébraux. Investigation cardiaque, dans le cas d'un AVC cardio-embolique. Des examens tels que le CG et l'échocardiographie peuvent être réalisés pour évaluer la fonction cardiaque. Distinction clinique et imagerie entre AVC corticaux et sous-corticaux, une évaluation clinique et radiologique est nécessaire pour différencier les AVC corticaux, d'origine cardio-embolique, des AVC sous-corticaux, lacunaires. Il est important de noter que l'intervention d'une équipe spécialisée, la téléconsultation médicale et l'utilisation de l'imagerie mobile préhospitalière peuvent améliorer la prise en charge initiale et le diagnostic des AVCI. De plus, le score aspect, calculé à partir de la TDM sans contraste, peut évaluer la gravité de l'AVCI, mais il ne doit pas retarder le traitement. Prise en charge de l'accident vasculaire cérébral ischémique. Gestion préhospitalière de l'AVCI. La détection précoce de l'AVC est cruciale et peut être effectuée par les témoins ou les professionnels de santé. Les systèmes médicaux d'urgence jouent un rôle essentiel dans la détection, la sélection et le transport des patients atteints d'AVC. L'utilisation de protocoles de soins organisés, de flux de travail optimisés et d'unités mobiles d'AVC équipées de scanners CT et de liens de télémédecine améliorent la prise en charge préhospitalière. Les échelles préhospitalières et la reconnaissance rapide des AVC sévères avec occlusion des gros vaisseaux facilitent une évaluation précoce. Gestion en unité spécialisée dans la prise en charge des AVC. Les soins dispensés dans une unité spécialisée offrent les meilleurs avantages globaux en termes de réduction de la morbidité et de la mortalité. Les protocoles standardisés appliqués dans ces unités incluent la prévention des complications, la prévention secondaire ciblée et la rééducation. Les soins en unité spécialisée restent réalisables même dans des environnements avec des ressources limitées. Les soins en unité spécialisée servent de base pour des interventions aiguës plus complexes, notamment la prévention secondaire. Gestion en urgence et imagerie neurologique de l'AVCI. Une équipe spécialisée dans la prise en charge des AVC assure une disponibilité 24 heures sur 24. La téléconsultation médicale améliore l'efficacité et la précision du diagnostic des syndromes d'AVC. L'imagerie cérébrale par tomodensitométrie, CT, non invasive permet d'exclure les AVC hémorragiques. Le score aspect, établi à partir d'une CT sans contraste, permet d'évaluer la gravité de l'infarctus de l'artère cérébrale moyenne. La CT-angiographie, CTA, permet de détecter les occlusions des gros vaisseaux et de fournir des informations sur l'anatomie vasculaire et l'étiologie de l'AVC. La CT-perfusion, CTP, permet d'évaluer le débit sanguin cérébral, CBF, et d'aider à la prise de décision thérapeutique. L'utilisation de techniques d'imagerie avancée ne doit pas retarder la thrombolyse intraveineuse ou endovasculaire. Traitement de l'accident vasculaire cérébral ischémique, AVCI. Thérapie de reperfusion. Les thérapies de reperfusion, telles que la thrombolyse intraveineuse, IVTPA, et la thrombectomie endovasculaire, EVT, sont des traitements efficaces pour l'AVCI. La thrombolyse IVTPA utilise des médicaments tels que l'altéplase et le ténécéplase pour dissoudre les caillots sanguins.
L'altéplase est administrée par un bolus initial suivi d'une perfusion d'1 heure et peut être utilisée jusqu'à 4h30 après le début des symptômes. Le ténécéplase, une version génétiquement modifiée du TPA, est bénéfique chez les patients présentant une occlusion vasculaire. La thrombectomie endovasculaire consiste à retirer mécaniquement les caillots des vaisseaux sanguins à l'aide de dispositifs spécifiques. Elle permet la reperfusion jusqu'à 24 heures après le début des symptômes si l'imagerie cérébrale indique la présence de tissus récupérables. Environ 15% des patients victimes d'un AVC peuvent être éligibles à la thrombectomie, et les critères de sélection des patients ont été simplifiés pour permettre à un plus grand nombre de patients de bénéficier de ce traitement. Cependant, l'accès mondial à ces thérapies de reperfusion est limité en raison de leur coût élevé. Des efforts sont déployés pour améliorer l'accès en ajoutant des médicaments essentiels à la liste de l'OMS et en explorant de nouvelles approches, telles que les unités mobiles de neurologie pour un triage préhospitalier plus efficace. Stratégie neuroprotectrice émergente pour le traitement de l'AVCI. La recherche préclinique a montré les avantages potentiels de la neuroprotection dans les modèles expérimentaux d'AVC. Mais la traduction de ces traitements chez les humains n'a pas encore donné de résultats positifs. Des lacunes dans les études précliniques, telles que l'utilisation d'animaux jeunes et l'absence de prise en compte des comorbidités, ont peut-être contribué à l'échec. Les mesures de résultats antérieurs étaient limitées, et il est maintenant recommandé d'évaluer l'efficacité des traitements combinés, d'utiliser des tests plus complets sur une période prolongée et d'inclure des modèles expérimentaux d'AVC avec comorbidité et âge avancé. Les essais cliniques passés ont également présenté des défis, notamment le moment de l'administration des agents neuroprotecteurs et les faibles taux de recanalisation. Plusieurs agents neuroprotecteurs, tels que la kallidinogénase urinaire humaine, les statines, l'édaravone et le NaV1, ont montré des effets bénéfiques dans les modèles animaux d'AVC ischémique. Des essais cliniques sont en cours pour évaluer l'efficacité d'autres agents neuroprotecteurs, tels que les gingolides, le 1-VNBP, le BIB093, les cellules multisystèmes, l'imatinib et l'exénatide. L'initiative du NIND-NIH vise à évaluer des agents neuroprotecteurs prometteurs en complément de la thrombectomie endovasculaire pour améliorer les résultats fonctionnels. Les agents neuroprotecteurs émergents comprennent le fasudil, le fingolimod, le conditionnement ischémique à distance, le tocilizumab, l'acide urique, le veliparib, et d'autres encore. Les approches futures devraient se concentrer sur la sélection d'agents neuroprotecteurs capables de traverser la barrière hémato-encéphalique et de cibler différents aspects de la cascade ischémique. Prévention de l'AVC. Prévention primaire. La prévention primaire de l'accident vasculaire cérébral ischémique repose sur plusieurs approches. Les interventions à l'échelle de la population, telles que les mesures réglementaires comme les taxes sur le tabac ou le sucre, peuvent contribuer à réduire l'incidence de l'AVC. L'obésité et la consommation excessive de sel, qui sont des facteurs de risque de l'hypertension, le principal facteur de risque de l'AVC, peuvent être influencés par des ajustements des politiques publiques favorisant une alimentation saine et l'exercice physique. Pour les personnes présentant un risque élevé d'AVC, des interventions ciblées sont basées sur l'évaluation du risque absolu d'événements cardiovasculaires. Cette évaluation prend en compte des facteurs tels que l'âge, le sexe, la tension artérielle, le tabagisme, le diabète et les taux de cholestérol afin d'estimer le risque d'événements cardiovasculaires sur une période de 5 ans. Un risque absolu élevé incite à un traitement intensif de tous les facteurs de risque, y compris l'utilisation de médicaments antihypertenseurs et hypocholestérolémiants, en plus des interventions liées au mode de vie et à l'alimentation. La polypilule, qui combine de faibles doses d'antihypertenseurs, d'aspirine et de statine, a été proposée comme moyen d'améliorer l'observance et de réduire les coûts. Cependant, l'inclusion de l'aspirine dans une polypilule pour la prévention primaire de l'AVC est controversée en raison de l'absence de bénéfices démontrés chez les patients sans maladie cardiovasculaire ou cérébrovasculaire symptomatique établie. Les traitements antihypertenseurs et les statines sont recommandés pour la prévention cardiovasculaire. La fibrillation auriculaire est un facteur de risque spécifique majeur d'AVC, et son dépistage communautaire a été suggéré en raison de son caractère souvent asymptomatique et intermittent. Le score CHA2DS2-EVASC est utilisé pour identifier les patients atteints de fibrillation auriculaire nécessitant une anticoagulation prophylactique pour la prévention de l'AVC. Les traitements antiplaquettaires ne sont pas efficaces pour prévenir l'AVC chez les patients atteints de fibrillation auriculaire. Prévention des complications, gestion en unité de soins intensifs. Prévention des complications. L'édème cérébral est une complication fréquente de l'infarctus cérébral. Pour les infarctus étendus, l'hémicraniectomie peut réduire la mortalité et l'incapacité.
Les infarctus cérébelleux étendus peuvent entraîner une compression du tronc cérébral, nécessitant une décompression de la fosse postérieure. La prophylaxie de la thromboembolie veineuse est recommandée pour les patients immobilisés. Le dépistage de la dysphagie est essentiel pour prévenir la pneumonie par aspiration. Une oxygénation supplémentaire peut être nécessaire en cas de saturation en oxygène basse. L'oxygène hyperbare ne présente aucun avantage et peut être nocif. La pression artérielle est souvent élevée. Mais il convient d'éviter une hypertension sévère. Des objectifs de pression artérielle sont recommandés en fonction des traitements administrés. Une glycémie systémique de 140 à 180 mg/dl est recommandée. Une hyperglycémie persistante est associée à de moins bons résultats. Les infarctus étendus de l'artère cérébrale moyenne sont associés à des taux élevés de morbidité. Les infarctus malins de l'artère cérébrale moyenne nécessitent une hémicraniectomie décompressive pour réduire la mortalité et l'incapacité. D'autres interventions chirurgicales peuvent être nécessaires, telles que le drainage ventriculaire externe et la craniectomie sous-occipitale. La prévention de la fièvre est recommandée, en particulier chez les patients présentant une lésion cérébrale grave. La mobilisation précoce et la rééducation sont importantes pour maximiser la récupération fonctionnelle. Une alimentation entérale doit être initiée rapidement pour éviter le catabolisme protéique. La modification des facteurs de risque, tels que l'utilisation de thérapies antiplaquettaires, l'anticoagulation et les statines, est essentielle pour la prévention secondaire de l'AVC. Prévention secondaire. La prévention des AVC récurrents nécessite une combinaison de stratégies standards et d'interventions ciblées. En fonction de l'étiologie de l'AVCI. Les facteurs de risque liés au mode de vie pour les AVC comprennent le tabagisme, la consommation excessive de sel, l'obésité et l'inactivité physique. Les stratégies visant à améliorer l'alimentation, à augmenter l'activité physique et à arrêter de fumer restent importantes. Le contrôle intensif de la pression artérielle est crucial après la phase aiguë de l'AVCI, car de petites variations de la pression artérielle peuvent augmenter le risque d'AVC récurrent. Les thérapies antiplaquettaires telles que l'aspirine, le clopidogrel et l'association aspirine-dipyridamol sont couramment utilisées après un AVCI. Le clopidogrel présente un léger avantage par rapport à l'aspirine en termes de réduction du risque. Les anticoagulants oraux directs ont remplacé la warfarine pour les patients atteints de fibrillation auriculaire nécessitant une anticoagulation. Les statines à forte dose sont recommandées pour la prévention des AVC récurrents chez les patients présentant des mécanismes athérosclérotiques potentiels de l'AVCI. Des interventions chirurgicales peuvent être justifiées chez certains patients, telles que l'endartériectomie carotidienne pour les sténoses carotidiennes symptomatiques. La fermeture percutanée du foramen ovale perméable peut réduire le risque d'AVC récurrent chez les patients sélectionnés. La modification des facteurs de risque tels que la thérapie antiplaquettaire, l'anticoagulation, les statines et le contrôle de la pression artérielle est essentiel pour la prévention secondaire de l'AVC. L'aspirine est couramment utilisée pour réduire le risque d'AVC récurrent après l'AVCI, et le clopidogrel est un autre agent antiplaquettaire fréquemment utilisé. Les AVC cardio-emboliques peuvent nécessiter une anticoagulation complète pour prévenir les récidives. Les statines sont recommandées pour le traitement de la dyslipidémie, un facteur de risque important de maladie athérosclérotique. Les mesures spécifiques de prévention secondaire dépendent des sous-types d'AVC, tels que l'athérosclérose des grosses artères et l'origine cardio-embolique, qui présentent des taux de récurrence élevés. Les facteurs de risque indépendants de récurrence comprennent l'hypertension, le diabète, la fibrillation auriculaire, les antécédents d'AIT et la gravité élevée de l'AVC initial. Il est nécessaire d'améliorer les traitements préventifs, l'observance thérapeutique et de cibler les facteurs de risque cardiovasculaire pour réduire la récurrence des AVC. Post-AVC. La prise en charge post-AVC se concentre sur deux aspects essentiels, la rééducation et la qualité de vie. Bien que les résultats des essais cliniques sur la rééducation puissent souvent être neutres, voire nuisibles, elle est considérée comme un élément important pour la réintégration des survivants d'AVC dans la communauté. Cependant, la disponibilité des services de rééducation peut varier selon les systèmes de santé et les régions. L'AVC a un impact significatif sur la qualité de vie des individus, de leurs proches, des aidants et de la société en général. La gravité de l'invalidité dépend de plusieurs facteurs tels que le volume et l'emplacement de l'infarctus, l'état de santé pré-AVC et la réserve fonctionnelle de la personne. L'évaluation de l'état fonctionnel après un AVC est généralement réalisée à l'aide de l'échelle Mi-6, Modified Rankin Scale, mais il est important de tenir compte d'autres mesures rapportées par les patients, telles que le PROMIDIS,
le NeuroQOL et LEQ5D, lors des essais cliniques sur les AVC. Il faut également prendre en compte les différences culturelles et les opinions des patients concernant ce qui constitue une qualité de vie acceptable après un AVC. Dans les essais cliniques, une rééducation réussie est souvent définie par l'obtention d'un score Mi-6 entre 0 et 2, correspondant à l'indépendance fonctionnelle. Cependant, des améliorations en dehors de cette plage peuvent également être significatives en termes de réduction du handicap et des coûts de santé. C'est pourquoi l'utilisation d'une analyse ordinale de l'échelle Mi-6, qui capture toutes les transitions dans les états d'invalidité, gagne en popularité. L'évaluation de l'état fonctionnel pré-AVC est complexe lors de la prise de décision concernant les traitements de reperfusion. Les catégories 1 et 2 de l'échelle Mi-6 se concentrent sur les différences par rapport à l'état pré-AVC, ce qui n'est pas adapté à cette application. Dans la pratique clinique, certains patients vivant à domicile et nécessitant des services de soutien peuvent être considérés pour un traitement aigu de l'AVC sur une base individuelle. Il est essentiel de prendre en compte la gravité de la dysfonction cognitive, de la mobilité réduite et des comorbidités médicales pour estimer le niveau de fonctionnement actuel et l'impact probable de l'AVC avec et sans traitement. Une étude sur les AVC ischémiques récurrents révèle que les sous-types d'athérosclérose des grosses artères, ELA, et d'origine cardio-embolique, CE, présentent les taux de récurrence les plus élevés, similaires à ceux du sous-type initial. Les AVC d'occlusion des petits vaisseaux, SVO, ont un taux de récurrence plus faible mais montrent une diversité de schémas de récurrence. Les facteurs de risque indépendants de récurrence comprennent l'hypertension, le diabète, la fibrillation auriculaire, les antécédents d'accidents ischémiques transitoires et la gravité élevée de l'AVC initial. Malgré les avancées dans les traitements aigus, les taux de récurrence des AVC sont restés stables au cours des 20 dernières années. Pour réduire la récurrence des AVC, il est nécessaire de cibler les facteurs de risque cardiovasculaire, d'encourager les changements de mode de vie et d'améliorer l'observance thérapeutique. Des recherches futures sont nécessaires pour améliorer les traitements préventifs. Association entre l'accident vasculaire cérébral ischémique, AVCI, et la Covid-19. La Covid-19 a été associée à un risque accru d'AVCI, avec une prévalence globale d'environ 2%. Les patients atteints d'AVCI liés à la Covid-19 présentent souvent des facteurs de risque courants tels que l'hypertension, l'hyperlipidémie et le diabète. De plus, les hommes sont plus susceptibles de développer un AVCI lié à la Covid-19 que les femmes. Lorsqu'on examine la classification TOAST, Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment, qui catégorise les sous-types d'AVCI, on constate une prédominance du sous-type cryptogénique chez les patients atteints de la Covid-19. La proportion d'AVCI cryptogénique est également plus élevée chez ces patients, ce qui signifie que la cause exacte de l'AVCI n'a pas pu être déterminée. En revanche, la prévalence des AVC liés à la petite vascularité cérébrale semble être moins élevée dans le contexte de la Covid-19 par rapport à d'autres causes d'AVC. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer l'efficacité des mesures de contrôle actif des réactions inflammatoires et de l'anticoagulation dans la prévention des AVC causés par la Covid-19. Lorsqu'on se penche sur les AVC chez les patients jeunes atteints de la Covid-19, les mécanismes exacts des AVC de gros vaisseaux restent à déterminer, mais il est suggéré qu'une cascade inflammatoire et un état d'hypercoagulabilité sont impliqués. De plus, il a été observé une perturbation endothéliale dans les grosses artères lors d'études post-mortem. Il est possible que l'infection virale directe des cellules endothéliales et l'utilisation du récepteur ACE2 par le virus SARS-CoV-2 contribuent aux dommages cérébraux. Les AVC ischémiques sont plus fréquents chez les adultes atteints de la Covid-19 que chez les patients atteints de la grippe, avec une prévalence d'environ 1,6% parmi les adultes aux urgences ou hospitalisés. Les AVC chez les patients atteints de la Covid-19 peuvent être attribués à la tempête cytokinique et thrombotique ainsi qu'à d'autres facteurs spécifiques à chaque patient. Des études cliniques supplémentaires sont nécessaires pour approfondir notre compréhension de ces mécanismes et pour développer des stratégies de prévention plus efficaces. Perspectives d'avenir pour l'accident vasculaire cérébral ischémique. L'AVCI est un domaine de recherche en évolution, avec plusieurs domaines prometteurs pour l'avenir. Neuroprotecteurs émergents pour le traitement de l'AVCI. La recherche se concentre sur la découverte d'agents neuroprotecteurs capables de traverser la barrière hémato-encéphalique et de cibler les différentes étapes de la cascade ischémique. Certains agents neuroprotecteurs prometteurs comprennent la dropine, la tyrosine phosphatase STEP, la verapamil et les microARE. Prévention, diagnostic et reperméabilisation de l'AVCI.
La prévention de l'AVCI est cruciale et implique de cibler les facteurs de risque évitables et d'optimiser la gestion de la pression artérielle. De plus, des avancées dans les techniques d'imagerie sont nécessaires pour un diagnostic précis de l'AVCI et pour guider les stratégies de traitement. Les thérapies de reperméabilisation, telles que la thrombolyse intraveineuse et les approches endovasculaires, doivent également être améliorées. Stratégie de traitement potentiel dans la neuroinflammation après un AVCI. La neuroinflammation est une cible prometteuse pour les futures thérapies de l'AVCI. Les stratégies anti-inflammatoires visent à réduire l'inflammation en ciblant les microglies, les lymphocytes T et les cytokines pro-inflammatoires. Différentes cibles potentielles comprennent IL-1, IL-1Ra, les anticorps anti-TNF, IL-10, IGF-1, les récepteurs de type TOL, TLR, l'interaction entre les cellules endothéliales vasculaires et les leucocytes, ainsi que HIF1 et HO1. Conclusion et perspective globale sur l'AVCI. L'objectif principal est de réduire et de prévenir les lésions neuronales causées par l'AVCI. Cela nécessite une recherche approfondie sur les mécanismes moléculaires associés aux essais cliniques. L'utilisation de la thrombolyse artérielle est une alternative thérapeutique, mais il est essentiel d'explorer pleinement le mécanisme moléculaire sous-jacent pour améliorer son efficacité. Conclusion. Le développement d'agents neuroprotecteurs cliniquement efficaces pour le traitement de l'AVC ischémique reste difficile malgré de nombreux essais cliniques et études précliniques. L'AVC est un trouble complexe impliquant l'activation de multiples cascades de signalisation nocives dans le cerveau. De nouvelles avancées technologiques révèlent constamment de nouveaux événements moléculaires impliqués dans les lésions cérébrales ischémiques. Les agents thérapeutiques ciblant un seul événement de la cascade ischémique pourraient ne pas être efficaces, il est donc essentiel de se concentrer sur des agents pléiotropes et multitargets. Le développement de thérapies combinées, ciblant des voies complémentaires et synergiques, offre des perspectives prometteuses. Les soins aux patients atteints d'AVC ischémique ont considérablement évolué avec l'introduction de thérapies médicales et chirurgicales avancées. Les interventions précoces, telles que les thérapies thrombolytiques et endovasculaires, ont permis de réduire les handicaps causés par les AVC. Les caractéristiques cliniques propres à l'AVC ischémique causé par la Covid-19 nécessitent une prise en compte spécifique. Des essais cliniques supplémentaires sont nécessaires pour obtenir des preuves vérifiées dans le traitement de l'AVC lié à la Covid-19. Différentes approches thérapeutiques, comme les anticoagulants oraux directs et la fermeture du foramen ovale perméable, peuvent être bénéfiques dans certains cas d'AVC ischémique. L'éducation des patients et la prévention doivent être prioritaires pour réduire l'incidence des AVC graves ou mortels. L'amélioration de l'identification et du traitement des thrombies occlusifs est essentielle pour améliorer les soins et les résultats du traitement de l'AVC ischémique.